À l'occasion de cette assemblée générale de l'association La Brise dans le Clocher, nous avons choisi de nous intéresser aux vitraux de l'église d'Amance, qui furent élaborés par les descendants de Jacques Gruber, c'est-à-dire son fils Jean-Jacques Gruber et sa petite-fille Jeannette Gruber-Weiss. Mais avant de vous présenter leur réalisation, je vous propose de nous intéresser dans un premier temps à l'art du vitrail et ses techniques, avant de découvrir ensuite l'art du vitrail à travers les siècles dans la région, car cela nous permet d'expliquer les techniques qu'ils vont utiliser dans votre église. Alors tout d'abord, si tu peux appuyer sur le bouton. Voilà. Rappel rapide de qu'est-ce qu'un vitrail. Alors c'est effectivement une composition de pièces de verre colorées ou non, assemblées par des baguettes habituellement en plomb, soudées à l'étain. On le distingue d'une vitrerie de forme géométrique et répétitive, comme ici, et un ensemble donc, de vitraux forme une baie, voilà, par exemple celle de votre église, qui est appelée une verrière. Diapo suivante. Les vitraux sont habituellement composés de verre, mais dans notre région, nous avons la chance d'avoir des vitraux composés de cristal, à Saint-Rémy de Baccarat, par exemple. Cet exemple montre également que la jonction entre les morceaux de verre ou de cristal peuvent être réalisées par d'autres matières que le plomb. Au XXe siècle, le béton sera très utilisé pour assembler des carreaux ou des pattes de verre. Diapo suivante. Là, vous reconnaissez le vitrail du baptistère de l'église de Saint-Pidis à Essey-les-Nancy qui présente effectivement cette technique d'assemblage du verre par du béton. Les vitraux, diapo suivante, peuvent être composés de différentes sortes de verre. Les verres peuvent être texturés, opalescents, ce qui génère une irisation ou une réflexion contrariée, appelée aussi verre américain. Ces verres ont été importés des États-Unis par les expositions universelles du milieu du XIXe siècle. Ils ne peuvent pas recevoir de dessin, on verra tout à l'heure, mais par contre, ils apportent du relief et des teintes changeantes. Ils vont avoir un grand usage dans des vitraux domestiques ou civils, comme par exemple les cages d'escalier ou les verrières de grands magasins, où la transparence n'est pas forcément recherchée, puisqu'on veut cacher parfois une armature métallique qui soutient notamment les verrières. Au centre, vous avez par exemple ici des cabochons, c'est-à-dire c'est des sortes de verres polis qui sont texturés dans la manufacture de Saint-Gobain, qui était texturé et fait la manufacture de Saint-Gobain dans les années 20-25. En fait, comment on faisait une pâte de verre et ensuite on faisait passer un rouleau dessus, ce qui donnait cette texture. Diapo suivante. L'art du vitrail est un travail d'équipe. Le verrier crée la matière première du vitrailliste. À partir du verre soufflé à la bouche, comme vous le voyez sur la photo, on crée des sortes de rouleaux au centre, hein, voilà. Et après, on va venir couper en fait, ce rouleau, ça va devenir une plaque, et on va pouvoir éventuellement faire passer un rouleau dessus pour donner du verre texturé. Et puis on fait, sinon une autre technique, c'est de former des disques que l'on vient effectivement ensuite découper. À partir du XXe siècle, la production sera automatisée pour obtenir des verres texturés, notamment en venant imprimer sur le verre chaud des motifs à relief à l'aide de grands rouleaux. L'art du verrier, c'est aussi de pouvoir, par le biais de la chimie, créer des verres de couleur. Certaines couleurs vont être particulièrement difficiles à obtenir, et donc ça va être tout l'art de l'artiste, du verrier, de créer ces couleurs, notamment au Moyen-Âge. Diapo suivante. Alors ensuite, sur les vitraux, on peut appliquer une couche de grisaille. Alors la grisaille, c'est une technique de dessin sur le verre qui permet de renforcer les contours d'un personnage ou d'ajouter des détails. Parce qu'effectivement, l'art du verre, c'est en fait de composer des scènes avec des morceaux de verre colorés. Simplement, au bout d'un moment, ça devient trop petit. Donc on est obligé finalement de peindre le vitrail, notamment pour réaliser des visages qui seraient trop compliqués à réaliser avec simplement une mosaïque de verre. Cette technique est très ancienne. On peut la voir ici en bas à droite sur le plus vieux vitrail de France, qui est le Christ de Wissembourg, qui date du XIe siècle. Ou en bas à droite sur la crucifixion de l'église Sainte-Ségolène de Metz, qui date du XIIe siècle et qui est le plus vieux et le plus beau vitrail de Lorraine.
Diapo suivante. Cette technique de peinture sur verre va se développer très fortement au XIXe siècle, et notamment en Lorraine. Elle permet aux peintres sur verre, que l'on voit à gauche, de réaliser de véritables tableaux avec moult détails en s'affranchissant du cloisonnement des morceaux de verre qui composaient jusqu'alors la majorité des vitraux. Donc des fois, on va même carrément, comme sur ce vitrail de Saint-Martin de Velaines, en fait, on voit qu'on a des bandes et qu'on vient peindre dessus. Donc on peut même est-ce que c'est encore un vitrail? On peut se poser la question. C'est plutôt une peinture sur verre. Diapo suivante. Ce souci du détail et du réalisme trouve son aboutissement avec le développement de la photographie, qui permettra de réaliser des peintures les plus fidèles, par exemple des donateurs. Notamment, on les voit dans les cimetières qui ont des chapelles, notamment, par exemple, si vous allez au cimetière de Préville, vers l'avenue de Boufflers, vous avez tout le cimetière en fait, Art Nouveau, notamment avec la tombe d'Émile Gallet, etc. Et si vous entrez dans les chapelles, vous avez souvent carrément une photographie sur le vitrail des personnes qui sont enterrées. Diapo suivante. En contre-pied à cette quête du réalisme et du détail, on va avoir l'art abstrait qui va se développer durant toute la période contemporaine et qui s'intéressera à tous les moyens par le travail du verre, mais aussi par les contours du plomb ou du béton pour susciter une émotion, une élévation ou une méditation. Ici, vous avez justement les vitraux de l'abbaye de Conques, qui ont été réalisés par Pierre Soulages, qui vient d'ailleurs de décéder, et dont le travail était notamment un travail sur le noir, mais avec des noirs avec justement des textures, donc ça devenait des gris, ça devenait même des blancs. Et donc il a travaillé cette fois-ci sur le vitrail, en travaillant plus, vous voyez, sur les cloisonnements, qui deviennent des traits en fait, et on finit par oublier même carrément que c'est le verre qu'on regarde, on regarde plutôt les traits. Donc ça, on y reviendra parce que votre église, justement, a fait aussi l'objet de ce type de technique. Alors ensuite, on va s'intéresser sur la diapo suivante, sur les techniques du vitrail. Alors en fait, pour faire un vitrail, j'ai dit déjà qu'on avait une équipe, parce qu'il y a ceux qui font le verre, ensuite il y a ceux qui le découpent, et puis ensuite il y a aussi ceux qui finalement font le dessin pour pouvoir justement découper le verre. Alors en fait, il y a 10 étapes pour faire un vitrail. On a la conception, la maquette, la coloration, le tracé, le calque, le calibrage, la coupe, le sertissage et le soudage. Donc ces étapes, elles laissent peu de place à l'improvisation. Par contre, elles donnent lieu à un vrai travail d'équipe. Alors là, vous voyez par exemple Gruber, justement, qui dessine ce qu'on appelle des cartons, qui sont en fait des dessins très précis, des vitraux qui seront réalisés. Diapo suivante, on voit justement un certain nombre de ces étapes. Là, vous avez la maquette et le choix des couleurs. Donc, en fait, une fois qu'on a la maquette, on va numéroter les couleurs que l'on souhaite pour que la personne ne se trompe pas de couleurs de verre à découper. Ensuite, vous avez la découpe des verres avant l'application des grisailles, donc de la peinture qui est appliquée sur le verre pour renforcer justement le détail du vitrail. Ensuite, vous avez le sertissage et ensuite, vous avez la soudure au plomb. Bon, très rapidement, c'était pour pas non plus, mais ça vous permet d'avoir un peu des techniques. Voilà. Diapo suivante. Donc, sur cette diapo, on voit quelques étapes essentielles qui sont donc la conception du dessin ou du carton, la maquette. Alors, on a le dessin qui est ici. Et ensuite, là, on a la photo même. On a la photo. Donc là, c'est les photos qui ont été faites du haut fourneau d'Auboué, parce qu'en fait, on n'est pas toujours sur les vitraux, c'est pas forcément toujours sur des thématiques religieuses. Ça peut être aussi pour des thématiques civiles. Et donc là, on a les photos, et puis on a le dessin de Jacques Gruber qui reprend en fait des éléments de la photo, quitte à les transformer pour que ça rentre dans le cadre. Bon. Et ensuite, on passe effectivement au vitrail où, vous voyez, on a carrément rajouté donc, des couleurs qui ne sont pas forcément les couleurs réelles, mais qui permettent justement de donner du relief, de l'émotion finalement au vitrail. Alors, sur la diapo suivante, on voit qu'avec un même dessin, un même carton, on peut faire deux vitraux totalement différents. Donc là, vous voyez, c'est le même carton, le même dessin pour représenter Jeanne d'Arc.
Vous avez le vitrail de Bay-sur-Seille, où on est dans une représentation typiquement 19e, et puis le même carton a servi à faire les vitraux de Champenoux au XXe siècle, et là on est dans une représentation art déco. Donc vous voyez, avec un même dessin, on n'est pas obligé de faire la même interprétation. Donc, diapo suivante, là je vous propose juste de rebrosser rapidement les 5 grandes périodes de l'essor du vitrail en Lorraine. Pourquoi? Parce que la Lorraine n'a pas été en fait épargnée par les conflits au XIXe et au XXe siècle, et les reconstructions successives ont fait naître une foisonnante créativité dans l'art du vitrail, aussi bien dans l'architecture religieuse que civile, industrielle ou commerciale, ou encore domestique. Donc, diapo suivante, on a tout d'abord effectivement la période médiévale. Alors, si les vitraux en fait sont connus dès l'Antiquité, notamment chez les Romains pour clore des baies, notamment les thermes, parce qu'effectivement on a des fenêtres, mais il faut pouvoir chauffer ces établissements. Donc, une des techniques, c'est de mettre du verre aux fenêtres et puis de mettre du verre coloré, et puis finalement ça devient des vitraux. L'usage des vitraux colorés va vraiment connaître un essor à partir du XIIe siècle, dans les églises romanes et surtout en fait dans les églises gothiques. C'est l'abbé Sugère, qui est concepteur de la cathédrale de Saint-Denis, nécropole des rois de France, qui voit dans les vitraux un moyen justement d'utiliser la couleur et la lumière afin de diriger les pensées des fidèles par des moyens matériels vers ce qui est immatériel. Donc en fait, les vitraux, c'est un moyen de canaliser l'attention des fidèles pour qu'ils s'élèvent, entre guillemets. Le vitrail devient le symbole de la lumière sacrée, de la transcendance du divin. Et de la période médiévale, nous pouvons retenir en Lorraine les vitraux de Sainte-Ségolène à Metz. Donc vous voyez, c'est le vitrail de gauche, qui est le plus vieux vitrail de Lorraine. Ensuite, on a l'église Saint-Gégou à Toul, qui est ici, et ceux de la cathédrale de Saint-Dié qui ont été sauvés de la destruction et repositionnés après la reconstruction de l'église, enfin de la cathédrale après la guerre de 40. Alors vous voyez, il se caractérise par des scènes petites, mais particulièrement fouillées, souvent encadrées par des médaillons, comme on le voit ici, vous voyez, voilà, des médaillons, bon, et des entrelacs qui viennent effectivement remplir, entre guillemets, les espaces. Les baies sont constituées souvent, les baies ainsi constituées sont très colorées, mais finalement difficilement lisibles à l'œil nu. Effectivement, vous êtes parfois devant une verrière qui est très haute, et puis vous ne voyez pas grand-chose. Donc en fait, il faut soit des jumelles, soit avoir des photos en haute définition pour pouvoir en apprécier toute la finesse. Ensuite, on a la période Renaissance. Il faut juste appuyer sur le bouton, voilà. Donc là, c'est les vitraux. J'ai choisi les vitraux de la basilique de Saint-Nicolas-de-Port, qui sont à côté de nous. C'est un bel exemple de renouveau de l'art du vitrail à la Renaissance, avec des personnages beaucoup plus grands. Donc, vous voyez, des personnages qui font plusieurs mètres, contrairement à ceux du Moyen-Âge qui étaient tout petits. Hein. Autre caractéristique également du vitrail de la Renaissance, c'est la représentation des donateurs. Ils sont désormais aussi grands que les saints. Et donc, avec le vitrailliste Valentin Bouche à Metz, ces personnages prennent du mouvement, semblent moins plaqués dans leur niche et ont plus de profondeur. Donc, c'est ceux ici. Alors là, on ne voit pas bien. Mais en fait, ce qu'on voit par rapport au Moyen-Âge, c'est qu'on était sur une représentation assez figée, assez étriquée. Et là, on commence à avoir du mouvement, du pli, voilà, quelque chose de plus humain et de plus proche de la réalité. Diapo suivante. Donc après la Renaissance, on a le style classique et le style baroque, qui vont voir en fait la disparition progressive des vitraux décorés et colorés, au profit de verrières translucides, extrêmement simples, permettant de faire entrer la lumière dans les églises, désormais ornées de riches coupoles ou d'autres peintures. La redécouverte des vitraux du Moyen-Âge se fait alors en plusieurs temps, au moment de la Révolution, avec la sauvegarde des vitraux de la destruction. Ça, c'est effectivement entre guillemets, un des mérites de la Révolution, c'est qu'à un moment donné, on dit faut casser tout ce qui représente le religieux et le roi, et en même temps, au même moment, on se dit non, on est en train de détruire notre histoire, il faut le sauvegarder. Donc on se pose la question de savoir comment les restaurer et comment les sauvegarder. Et au XIXe siècle, on va avoir justement tout ce courant qui va procéder à leur restauration,
et à la création de nouveaux vitraux avec la construction d'églises de style néogothique. Cependant, le XIXe voit aussi l'essor de la peinture sur verre, avec notamment l'artiste Marchal ou les vitraillistes de la famille Champignol qui vont réaliser des sujets aussi bien laïques que religieux. Donc là, vous avez des exemples justement de vitrail laïques, puisque là, vous avez par exemple le duc de Guise qui est représenté par Maréchal à l'hôtel de ville de Metz, dans le Grand Escalier. Vous avez ici Saint-Léon, enfin dans l'église Saint-Léon de Nancy, le duc Charles IV et Saint-Pierre Fourier. Et puis ici, vous avez la verrière de la salle Poirel, qui effectivement représente de la manière allégorique la ville de Nancy. Diapo suivante. Donc ensuite, l'Art nouveau va utiliser également énormément les vitraux dans les architectures civiles, les hôtels particuliers, la villa, comme la villa Bergeret que vous voyez ici avec le vitrail rose et mouette, mais aussi et surtout, on est dans la grande période des grands magasins, et donc on a besoin d'éclairer ces bâtiments qui sont particulièrement épais et qui n'ont pas forcément de vitres, de fenêtres, pour éclairer ces bâtiments. Donc la solution qu'on trouve, c'est des coupoles. Et donc là, vous voyez, c'est la coupole des Galeries Lafayette à Paris qui a été réalisée par Jacques Gruber en 1912. Et à Nancy, vous avez ici les vitraux de l'Excelsior, donc là une grande brasserie également, où là, il va utiliser la technique du verre gravé à l'acide, que l'on utilise plus sur les vases, et il va l'utiliser effectivement pour représenter donc, ce motif de fougère, de pin. Là, vous voyez, en haut, on a même les pommes de pin. Après la première, donc là, on peut passer à la diapo suivante. Là, vous avez encore une autre, les pans de Janin pour la Villa Bergeret, où là, vous avez les vitraux publicitaires qui sont utilisés notamment à la cure d'air Trianon, donc à Malzéville, pour promouvoir le lait Hubert, par exemple. Saint-Hubert. Après la Première Guerre mondiale, donc du fait des destructions, les vitraillistes nancéens vont être fortement mobilisés pour reconstituer les vitraux d'édifices religieux avec différents styles. Soit ils vont reprendre le style néogothique, même s'il est dépassé, parce qu'on ne veut pas non plus qu'il y ait une trop grande rupture entre les vitraux existants et puis les nouveaux vitraux. Soit quand, par exemple, l'église a été complètement détruite comme à Bouxières, ben, ça va être l'occasion de refaire une création complète de vitraux originaux, plutôt de style soit Art Nouveau, soit franchement Art déco. Diapo suivante. Donc là, vous avez par exemple l'histoire de Jeanne d'Arc dans l'église Jeanne d'Arc de Lunéville, qui a été réalisée par l'atelier Janin et Benoît. Donc là, on est dans une représentation plutôt typique 19e. Voilà. Là, vous avez les vitraux que vous connaissez de Bouxières-aux-Chênes, donc de Jacques Gruber également. Et puis là, vous avez le Christ en Majesté donc de Benoît à Agincourt, où là, on est dans une représentation beaucoup plus art déco, avec, vous voyez, beaucoup plus de choses stylisées et de traits beaucoup plus droits. Alors ensuite, diapo suivante, on va passer justement réellement à l'art déco. Et donc là, on a notamment l'avenue Foch, on a l'hôtel, où là on est vraiment dans une représentation typique de l'art déco, avec des formes géométriques qui sont réalisées par Georges Bassineau. Là, vous avez, entre guillemets, les vitraux de la Poste de Commercy, donc c'est ces deux-là, qui vont utiliser justement le vitrail pour promouvoir la modernité, avec le style art déco qui aime bien justement parler comment dire, du train par exemple, des transatlantiques, ou alors ici les vitraux de Jacques Gruber qui ont été faits dans l'atelier Majorel pour les aciéries de Longwy, et qui sont encore visibles aujourd'hui. Si vous allez à Longwy, en fait, c'est le pôle emploi, donc vous pouvez rentrer dans les aciéries et voir, il y a 3 paliers de vitraux qui racontent justement l'histoire de la fonderie. Alors si ça vous intéresse, on a une autre exposition qui aura lieu la semaine prochaine, le 11 et le 12, à Eulmont, dans le centre communal, où vous pourrez voir les vitraux des aciéries de Longwy et celles de Pont-à-Mousson SA aussi, qui parlent justement des fonderies. Voilà, petit aparté.
Donc ensuite, on peut passer à la diapo suivante. Donc ensuite, du fait de la destruction de la Deuxième Guerre mondiale, de nouveau s'ouvre au vitrailliste nancéen avec parfois des cartons signés de grands artistes comme Marc Chagall, que vous voyez ici à la chapelle des Cordeliers à Sarrebourg, ou Jean Cocteau, que vous pouvez voir à l'église Saint-Maximin à Metz, qui sont particulièrement réussis. Et puis là, vous avez les vitraux qu'on va revoir tout à l'heure de l'abbaye d'Étival, de Clairefontaine, qui sont une réalisation du fils de Jacques Gruber, Jean-Jacques Gruber. Donc voilà, en quelques diapos pour vous resituer le décor justement, 10 siècles d'art du vitrail. Donc maintenant, on va passer justement plus spécifiquement à votre église. Voilà, donc là j'ai retrouvé quelques photos des vitraux avant la guerre de 14. Donc là, c'est des photos sur plaques de verre qui ont été réalisées en 1910. Ça tombe bien, la guerre a eu lieu en 1914 et c'était la bataille effectivement de 1914 qui a notamment massacré l'église d'Amance. Et si vous, alors on a des lustres de cristal qui nous embêtent un petit peu parce qu'ils sont pile devant les vitraux. Bon, mais si vous regardez bien, on voit quand même que c'est plutôt des sortes de médaillons entourés effectivement d'un contour floral et qu'il y a 4 médaillons avec des scènes particulières. Donc si on se rapproche de ce qui existe dans les vitraux de la paroisse, on a effectivement à Écueil un vitrail un peu similaire avec, vous voyez, une représentation de l'Assomption de la Vierge dans un cadre qui n'est pas floral pour le coup. Et là, par exemple, vous avez un autre vitrail de Jacques Gruber à Moncel, où là, vous avez une scène effectivement avec ce cadre floral ou réalisé avec des fruits, des fleurs, etc. Donc avant la guerre de 14, on devait avoir des vitraux comme ça dans l'église d'Amance. Diapo suivante. Donc là, je vous refais juste, parce que bon, je ne suis pas sûr que vous maîtrisiez à mort la généalogie des Gruber. Donc je me suis permis un petit rappel historique. Donc en fait, Jacques Gruber, alors que je retrouve voilà. Voilà, un petit peu rapide, voilà. Donc il a épousé Suzanne Elisa, et de cette union, il y a eu deux fils, Jean-Jacques Gruber, qui est peintre maître verrier, et puis Francis Gruber, qui est aussi un peintre expressionniste, mais qui va mourir assez jeune, puisqu'il meurt en 1948, juste après-guerre, de la tuberculose. Par contre, son frère, donc, lui, va reprendre l'atelier de son père, qui meurt en 1936. Il va travailler toute sa vie à restaurer ou à créer des vitraux. Sa fille, Jeannette Gruber-Weiss, va également l'épauler très rapidement, et elle est toujours vivante, et l'atelier existe toujours à Paris. Diapo suivante. Donc là, à la mort donc, de son père en 1936, son fils Jean-Jacques Gruber va reprendre son atelier qu'il avait délocalisé à peu près au moment de la guerre, Villa d'Alésia, dans le 14e arrondissement. Comme son père après la guerre de 14, Jean-Jacques Gruber va beaucoup restaurer de vitraux abîmés pendant la guerre de 14, mais également pendant la guerre de 39-45. Alors ici, on peut admirer la lapidation de de Saint-Étienne, la résurrection et l'ascension du Christ dans l'église d'Arcis-sur-Aube, qu'il a réalisée en 1970. Alors, diapo suivante. Donc, Jean-Jacques Gruber, c'est quelqu'un de très érudit, il est historien de l'art, et il va même être chargé de l'inventaire des vitraux du dépôt des monuments historiques à Champs-sur-Marne, qui recense en fait tous les vitraux de France, et qui même les a protégés pendant la guerre. Certains ont été démontés, envoyés à Champs, des fois envoyés à Chambord, enfin bref, il y a certains vitraux qui ont fait tout le tour de la France et qui même des fois ont pas été remontés dans la bonne église. Bon, ça c'est encore un autre problème. Mais bon. Et parce qu'entre-temps, des fois, on avait recréé d'autres vitraux avant qu'on les remonte. Donc en fait, il n'y avait plus besoin forcément de les remonter dans l'église initiale. Donc il y a eu des échanges de vitraux justement à cette occasion. Là, par exemple, on voit la scène de la vie de Saint-Paul par Jacques Gruber. Donc vous voyez, c'est tous ces petits caissons. Hein. Mais donc on sait qu'il a demandé à l'évêque de Troyes justement des informations pour pouvoir réaliser ces vitraux, sauf qu'on n'a pas forcément gardé toutes ces informations. C'est qu'aujourd'hui, à part ce vitrail, on voit effectivement que Saint Paul va se faire décapiter par une lance, les autres, on a du mal à les interpréter. C'est ce qui arrive un petit peu aussi pour votre église, c'est qu'on a beaucoup de choses, et donc c'est soumis à interprétation. Donc si on se rapproche par exemple, la légende dorée de Jacques de Voragine, on peut voir par rapport au récit du saint en question,
on peut supposer que c'est ce qui a été représenté, mais des fois on n'a pas forcément gardé toute l'explication du créateur. Alors pour info, en faisant des recherches, j'ai trouvé que donc, Jeannette Gruber-Weiss a versé il y a quelques années donc à la médiathèque du patrimoine et de la photographie, qui est à Charenton-le-Pont en région parisienne, à côté de Paris, un certain nombre de cartons et de dessins d'elle et de son père sur les différents vitraux sur lesquels ils ont pu travailler. Donc il faudrait aller consulter cette médiathèque pour pouvoir peut-être éventuellement trouver des informations sur vos vitraux. Mais bon, la quête continue toujours. On amasse en fait de la matière et puis on peut toujours en rajouter. Sur la diapo suivante, on voit justement les vitraux qui ont été réalisés pour l'abbaye d'Étival-Clairefontaine dans les Vosges. Donc là, Jean-Jacques Gruber va réaliser plusieurs verrières, toujours figuratives, même si elles sont un peu noyées dans la mosaïque de couleurs qu'il caractérise. Ici, on peut distinguer le jugement de Pilate, et puis ici, on peut distinguer une station du chemin de croix, avec effectivement le Christ qui porte sa croix. Mais c'est vrai que on a un peu l'impression que ça soit un peu noyé dans la mosaïque de verre. On a une diapo suivante qui nous montre encore deux stations. Là, on voit effectivement, il porte sa croix. En fait, on voit il y a des petits visages. Voilà. Et puis là, on voit qu'effectivement, il est mis en croix, et puis on voit la Vierge à ses pieds. Alors, diapo suivante, là on va passer maintenant à sa fille, donc Jeannette Gruber-Weiss, qui collabore de nombreuses années avec son père, donc dans l'atelier familial, avant de reprendre l'atelier elle-même à son tour. En fait, elle garde un peu le même style que son père, donc on est toujours dans cette mosaïque de couleurs. Donc ici, on voit les verrières qu'elle a réalisées dans la cathédrale de Beauvais, dans la chapelle Sainte-Angadrème. Et donc là, en fait, elle va faire une verrière, un motif floral, pour pouvoir réintégrer dedans des vitraux plus anciens du XVe siècle qui représentaient les donateurs. Donc vous voyez, à la fois, on préserve le passé et en même temps, on recrée en fait une ambiance lumineuse qui permette la médiation, l'élévation, etc. C'est un choix. Il y a d'autres vitraillistes qui vont choisir de faire quelque chose de très très contemporain. Bon, les deux sont peut-être à apprécier. J'aime bien aussi ce travail où on arrive à intégrer en fait l'ancien et le moderne sans rupture. Maintenant, des fois, c'est vrai qu'on peut avoir une rupture qui peut être un choc et peut créer aussi l'élévation. Alors, diapo suivante, là, on va parler, ça y est, de vos vitraux. Vous avez assez attendu. Donc, en fait, les vitraux qui sont représentés qui sont dans votre église représentent différentes scènes de l'Évangile et différents vies de saints. Donc là, le vitrail central, ça représente la passion du Christ. Donc, avec les photos de Hubert, que je remercie d'ailleurs, ça nous a permis, en haute définition, de pouvoir zoomer très fortement sur les différents morceaux du vitrail pour pouvoir vous les présenter de manière vraiment très fine. Donc là, on va zoomer sur la partie haute du vitrail, sur l'ancêtre, la rosace centrale. Donc là, vous avez le Christ en majesté, que vous voyez avec son visage ici. Voilà. Et autour de lui, vous avez les 4 évangélistes qui sont représentés par leurs attributs. Donc là, vous avez l'ange. Là, vous voyez l'aigle avec sa tête. Là, vous avez le lion ailé. Et là, le bœuf. Je vous laisse le temps de les repérer parce que, voilà, faut bien regarder. Alors, diapo suivante. Voilà, donc là, on va descendre sur la fenêtre de gauche. Donc là, on est sur les instruments de la Passion. Alors, je ne sais pas si vous les voyez. Là, on voit les clous. Là, on voit la lance. Là, vous avez la toge rouge, qui est reprise par Saint Jean. Là, vous avez l'éponge par lequel on donne à boire au Christ. Et puis là, vous avez les dés, avec lesquels, finalement, les centurions se partagent les effets du Christ. Diapo suivante. Donc là, ensuite, donc là, on voit un peu plus les dés. Ils étaient un peu coupés tout à l'heure. Bon.
Là, on voit le Christ ici, avec sa couronne d'épines. Il se fait flageller par voilà, un Romain. Et il a donc toujours sa toge rouge. Et puis, vous voyez, il a son roseau, puisque finalement, ils vont se moquer de lui en lui disant « Tu es le roi des Juifs, alors voilà ta couronne et ton roseau. » Ça va, vous voyez? Alors, diapo suivante. Donc là, on a plusieurs interprétations. Là, si vous avez une autre interprétation que moi, je ne serai pas fâché. Là, on voit effectivement plutôt, moi j'aurais dit le baiser de Pilate, bon, même si ça n'arrive pas forcément au bon moment. Bon. Et puis là, on voit effectivement une chute dans le chemin de croix. Puisqu'après, on le voit se relever. Bon. Voilà, diapo suivante. Donc là, on passe à la fenêtre de droite. Donc là, vous voyez, on a le Christ avec sa croix. Et puis, on peut imaginer que c'est la Vierge. Voilà. Et puis, diapo suivante. Donc là, on voit une descente de croix. Là, vous voyez, on a la croix, on a l'échelle. Et puis là, on descend le Christ. Et puis, ensuite, on a... alors que je me repère... Oui, c'est ça. On a les Marie, Madeleine, etc., qui sont à ses pieds. Alors après, pourquoi il y a un cavalier qui part par derrière? On ne sait pas. Et pourquoi il y a un ange en haut? On ne sait pas non plus. Voilà. Diapo suivante. Donc là, on va passer au vitrail qui doit être à gauche, qui est le vitrail qui représente la vie de la Vierge. Alors là, vous avez une représentation, bon là, on n'a pas trop de doute, c'est l'arbre de Jessé. Donc là, vous voyez, c'est Jessé, et puis lui sort un arbre du corps. Voilà, puisque c'est censé représenter la généalogie de la Vierge et du Christ, entre guillemets. Donc on voit les feuilles qui poussent. Là, on arrive effectivement sur des anges, et là, on a la Vierge avec, en fait, tous ses attributs ou tous les qualificatifs qu'on peut avoir dans la litanie de la Vierge. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait la litanie de la Vierge, c'est une prière très très longue où, en fait, on donne une cinquantaine de qualificatifs à la Vierge. Et parmi ces qualificatifs, on retrouve des éléments qui sont représentés autour. Donc vous avez miroir de la sainteté divine, donc vous avez le miroir qui est ici. Voilà. Vous avez l'étoile du matin, donc l'étoile du matin. Vous avez la rose mystique, donc on voit un petit bout de la rose là et on voit les feuilles ici. Voilà. Vous avez le vase spirituel, alors c'est une espèce de cruche ici. Voilà. Vous avez le tabernacle de la gloire éternelle, qui peut être ici. Et puis vous avez la porte du ciel. On voit bien une porte et puis un chemin qui part. Non, Brigitte ne fait pas une moue dubitative. Bon, après, c'est ce que je dis, c'est une interprétation. On peut avoir peut-être d'autres interprétations. Je n'ai pas bien repéré ce que c'était sur cette partie verte. Est-ce que c'est un calice? Est-ce que c'est... Parce qu'à un moment donné, il y a aussi le jardin voilà, clos. Bon, ça, après, chacun peut avoir son interprétation. Diapo suivante. Donc là, on est sur la partie de gauche. Donc là, on voit bien l'Annonciation avec l'archange Gabriel qui descend du ciel en plongée. Voilà. On voit effectivement la Vierge qui accueille le message. On remarque le berceau qui est actuellement vide. Là, on peut voir un petit poisson qui signifie ictus, qui veut dire, qui symbolise le Christ, hein, pour faire simple. Et puis ici, on a la famille, la Sainte Famille, qui, effectivement, après avoir accouché à Bethléem, ne va pas rentrer et va partir en Égypte. Donc on voit effectivement Marie, Joseph et puis le Christ sur son âne. Diapo suivante. Donc là, on est plutôt sur la Passion de nouveau, donc avec des étapes du chemin de croix. Donc là, on retrouve bien le Christ qui rencontre sa mère. Et puis là, une fois qu'il est mort, là, on a une pietà avec la Vierge qui tient le Christ dans ses mains. Et puis là, vous retrouvez les instruments de la Passion avec les clous, la tenaille, les dés. Et au-dessus, on voit la croix, le voile et puis l'échelle qui permet de décrocher
le Christ. Diapo suivante, donc là on va monter dans les lancettes en haut, voilà. Donc on va faire dans l'ordre. Là vous avez une nativité, donc on voit la Vierge avec le Christ bébé. Là vous avez la dormition, donc là c'est au moment où la Vierge décède, et puis là vous avez l'Assomption. Diapo suivante. Donc là après on passe à la vie des saints. Alors là on est sur Saint Jean-Baptiste, puisque l'église est consacrée à Saint Jean-Baptiste. Alors la dernière messe, j'avais donné des explications. Maintenant, j'en ai encore plus à vous donner. Donc, alors, on va peut-être juste avancer de 2 diapos encore. Voilà, on va commencer par celle-ci. En fait, j'ai cherché avant de trouver ce que ça représentait. Et en fait, c'est Zacharie, qui est le père de Saint Jean-Baptiste, qui est prêtre au temple et qui va avoir une révélation par un ange lui disant que sa femme qui est stérile et qui est âgée va avoir un enfant. Lui, il ne va pas le croire tout de suite et donc il va être condamné à ne plus pouvoir parler. Voilà, donc il est complètement mutique. Donc on va retourner de 2 diapos en arrière. C'est le petit, c'est celui-là. Hop. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc là, on voit justement Zacharie qui donc pose la tête sur le ventre d'Élisabeth, donc sa femme, qui est enceinte. Et à partir du moment où elle va accoucher, il va retrouver la parole. Ensuite, on a une représentation de Saint Jean-Baptiste qui reconnaît pour la première fois Jésus comme l'agneau pascal. Donc on voit justement l'agneau pascal avec sa croix. Diapo suivante. Donc là, on a le baptême du Christ par Saint Jean-Baptiste. Donc là, Saint Jean-Baptiste et puis le Christ qui est baptisé dans le Jourdain. Ensuite, on a Salomé, ici, qui va demander la tête de Saint Jean-Baptiste à Hérodiade et à Hérodote Antipas, puisqu'effectivement, il s'était moqué du mariage entre Hérodiade et Hérode Antipas. Et puis là, vous avez le décollement de la tête de Saint Jean-Baptiste. Alors là, on voit le corps, et la tête, elle est là. Voilà, est-ce que vous aviez bien tout vu? Il faut avoir de bons yeux. Hein. Alors, diapo suivante. Donc là, alors là, c'était, on l'a déjà évoqué, c'est l'annonce faite à Zacharie. Diapo suivante. Alors là, il y a j'ai modifié, c'est bon. Donc là, on est sur l'autre vitrail qui se trouve sur l'aile droite. Donc c'est un vitrail qui est consacré à Saint Nicolas et qui donc raconte la légende de Saint Nicolas. Donc là, vous avez Saint Nicolas avec sa crosse, voilà. Et puis là, vous avez les petits-enfants dans le saloir. Voilà, voilà, donc en fait, c'est la fenêtre du centre. Ensuite, vous avez, sur la diapo suivante, Saint Nicolas qui dote les filles de son voisin pour qu'elles puissent se marier, parce que finalement, il les prostituait parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Donc finalement, il va passer plusieurs fois, leur donner de l'argent par-dessus la haie. Et donc là, bon, c'est une interprétation, mais on voit les anneaux du mariage qui sont envoyés aux jeunes filles. Sur ce vitrail, vous avez aussi de nouveau la crosse qui symbolise l'évêque, Saint Nicolas. Et puis vous avez des chardons lorrains, ici, et puis ici, puisqu'effectivement c'est le patron des Lorrains. Ensuite, sur la diapo suivante, on a une autre représentation avec des pièces qui sont données. Alors dans la légende, on dit qu'il a fourni de l'argent et du froment lors d'épidémies. Donc on a aussi des représentations stylisées des épis de blé. On va le retrouver dans une autre des lancettes qui est au-dessus. Diapo suivante. Donc là on est sur justement les lancettes. Donc au milieu on distingue la crosse de Saint Nicolas et la main bénissante. Voilà. Et puis dans la lancette de droite, on a Saint Nicolas qui apparaît aux marins dans la tempête. Donc là vous voyez les 3 marins qui sont sur leur bateau. D'accord.
Et ici, donc, on a aussi, je pense, la Saint-Nicolas qui donne du blé au pauvre. Alors, on voit les épis de blé qui sont ici peints, hein, et le pauvre, dont on voit les côtes. C'est évident. Voilà, diapo suivante. Donc après, on a les vitraux qui sont dans la nef. Alors vous avez un vitrail où c'est juste effectivement un croisillon. Donc là, pour le coup, on n'appelle pas ça un vitrail, c'est juste une fenêtre. Mais vous voyez, ils se sont quand même embêtés sur quasiment l'ensemble des vitraux de l'église à faire une représentation, entre guillemets, non figuratif, mais avec des tons plutôt dans les roses, nacrés, jaunes, qui, je trouve, entre guillemets, rentre en résonance avec l'architecture justement de l'église et peut justement amener à la méditation également. Alors si vous regardez bien, les vitraux, dans l'ensemble, ils fonctionnent en miroir. Ils n'ont pas fait deux dessins à chaque fois, comme ils étaient symétriques. En fait, le vitrail, il y a le positif et le négatif. Mais dans l'ensemble, bon, on se dit pourquoi ils ont fait un dessin aussi compliqué, quoi. Et quelque part, ça peut nous aider à cheminer aussi lorsqu'on les regarde. Voilà, je pense qu'on est arrivé au bout. Est-ce que diapo suivante? Voilà, ben voilà, c'était juste, bon, remerciement notamment à Hubert pour ses photos, et puis le matériel vidéo qu'il a bien mis en place pour qu'on puisse capter cette petite conférence. Là, vous retrouvez toutes les publications que les Amis du Clocher ont publiées depuis 2019. Certaines concernent notamment Amance, l'histoire des cloches, on vient de le réactualiser. Les vitraillistes anciens, ben, c'était cette conférence, on a approfondi. La découverte des chemins de croix est également sur l'ensemble de la paroisse. Et puis là, on a fait deux présentations plus spécifiques sur Eulmont, les grands personnages qui ont contribué à la construction de l'église. Il y a un lien entre Amance et puis Eulmont, puisque Anne de Fisson, qui va restaurer, entre guillemets, la nef, était mariée à Jean d'Atel, qui donc était la famille était le régisseur, on va dire, du château d'Amance. Et donc on a encore les armes sur une des maisons qui vient d'être restaurée justement dans la rue principale. Et puis nous, on a fait également deux contes pour enfants. Donc à la sortie, vous verrez, il y a des différentes publications que vous pouvez acquérir pour la modique somme de 15 €. Et puis on a fait donc des contes pour enfants audio et illustrés. Donc le premier donc, est déjà sorti. Le deuxième, on l'a réalisé, mais il est en cours de montage. Et puis on a fait aussi un escape game pour les gens du patrimoine cette année, avec tous les personnages de l'histoire locale de Eulmont, qui étaient représentés avec des acteurs en costume. Et on doit en faire encore un sur la thématique des pestiférés. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions.